Ah. Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nouveau numéro aujourd'hui, c'est le talk numéro 4. Alors, c'est votre rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité, mais à la cool. Donc, aujourd'hui, on est super content. On a une invitée qui vient nous parler du Legal Ops, Émilie Le Toccar-Calam. Donc, elle va se présenter juste après. Et pour mener à bien cette émission, vous le savez, donc je suis accompagné de deux chroniqueurs exceptionnels. Audrey, Pierre, comment ça va? Ça va super. Merci beaucoup Thibaut. Merci, c'est la 3e semaine, c'est ça? Non, c'est la fin de la 2e semaine. On va démarrer la 3e. Incroyable. Bon, toujours en forme. Toujours en forme. Absolument, toujours en forme. Ça marche. Alors moi, je suis fondateur de Leeway. Leeway, c'est une solution de gestion des contrats. Et puis, je vais laisser Audrey et Pierre peut-être se présenter avant de passer à la présentation de l'invité. Alors merci Thibaut, donc Audrey Deléris, toujours chasseuse de tête, je n'ai pas changé et ça fait plus de 11 ans que ça dure et notamment 10 ans chez Fed Legal. Donc je recrute des avocats, des juristes, des directeurs juridiques, etc. avec toute l'équipe de Fed Legal. Et par ailleurs, avec Pierre, on a créé il y a 1 an et demi un réseau, le réseau des juristes dans la tech et dans les startups. Et on est près de 250 maintenant. À toi Pierre. Merci, Pierre Landy. Donc, je suis toujours avocat au barreau de Paris. Ça n'a pas changé depuis mardi dernier. Et je suis à la fois fondateur de l'Alliance ENCO. Ce sont des juristes on vient tous de Yahoo, où j'ai passé plus de 15 ans. Et on s'occupe de différents pays, l'Italie, l'Allemagne, la France, le UK et l'Espagne, pour n'oublier personne. Et puis surtout, moi-même, maintenant, je suis executive mentor et j'accompagne des directeurs juridiques et des senior leaders dans leur leadership ou dans la construction de leur département juridique. Voilà. Et donc, pour présenter l'invité du jour, donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Émilie Le Toccar-Calam. Alors, Émilie est fondatrice et présidente de Calam Consulting, qui est une société de conseil en Legal Ops pour les directions juridiques. Avant ça, Émilie, je crois que tu es passée par différentes directions juridiques. Tu as été juriste d'entreprise et puis tu as aussi participé à l'aventure de développer une Legal Tech. Bienvenue dans Legal Club Sandwich. Merci beaucoup, Peut-être merci de votre invitation. avec plaisir. C'était important pour nous de traiter ce sujet-là parce que le Legal Ops, on en entend beaucoup parler. Hein, c'est un peu comme le Legal Design. Voilà, on voulait savoir ce qui se cachait un peu derrière le buzzword et surtout donner des clés aux auditeurs de Legal Club Sandwich pour pouvoir se mettre un petit peu peut-être au Legal Ops demain. Donc voilà, c'est pour ça qu'on t'a invité. Peut-être pour commencer, ce que je te propose, c'est de démarrer par nous présenter un petit peu qu'est-ce que le Legal Ops concrètement. Oui, bien sûr. Alors, le Legal Ops, on en entend parler effectivement depuis quelques temps. C'est assez récent et en même temps, ça occupe pas mal de terrain en ce moment. Donc, c'est le bras droit du directeur ou de la directrice juridique ou du managing partner en cabinet d'avocat parce qu'on va les trouver dans les deux typologies de structures. Donc, ça, c'est vraiment pour poser le cadre en une phrase. Il va s'occuper de tout plein de choses, de tout plein de choses qui sont organisationnelles et processuelles. Donc, il va organiser les process du département, il va organiser la digitalisation des outils, on entend beaucoup parler ces dernières années, la gestion des budgets également, la partie de la compilation des datas. La compilation des datas, ça ne se fait pas sans outils dédiés, donc c'est pour ça que c'est lié avec la digitalisation des outils. Toute la partie sur le knowledge management qui existe déjà dans certaines structures et on s'est déjà rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir. Et même pour certains, ils vont avoir une partie RH qui sera assez importante sur la préparation des entretiens annuels d'évaluation, sur l'assistance au recrutement pour voir la typologie de personnes dont ils ont besoin, pour les mobilités dans les grands groupes éventuellement, ou pour la formation des équipes. En gros, donc, il va s'occuper… Oui, pardon. Pardon, non, je t'interromps, mais ce que tu décris, on dirait presque un chief of staff qu'on voit dans le business, tout ça? Exactement, j'allais te le dire. C'est en fait, on peut parler d'un legal chief of staff. Ça existait il y a quelques temps, ou ça existe même peut-être toujours dans certaines structures. Ça peut être un changement de nom qui peut exister, mais c'est aussi une nouvelle fonction qui existe dans certaines sociétés où ça n'existait pas jusqu'à maintenant. En fait, tout ce qui est organisationnel, management et budget sont désormais regroupés sous une unique casquette qui est donc le Legal Ops.
En fait, c'est vraiment la personne qui va s'occuper de tout ça, mais on m'a fait remonter l'autre jour qu'on appelait ça potentiellement des assistants juridiques. Alors je vous le dis, si vous êtes allé à la fac de droit et qu'on vous a expliqué la cause et que vous ne l'aviez pas compris, eh ben c'est pareil. Si vous avez compris que le legal ops, c'était l'assistant juridique, vous n'avez rien compris. Ok, merci. Et donc concrètement, pourquoi c'est important? Parce que effectivement, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Pourquoi c'est important pour nous? Pourquoi c'est indispensable en 2020, par exemple, de commencer à réfléchir au legal ops et à l'organisation, au process, etc. En fait, on est vraiment dans un monde où on nous demandait déjà ces dernières années, mais encore plus aujourd'hui, de faire toujours plus avec toujours moins. Donc plus de scope, Audrey l'a déjà dit, mais on assiste à une extension du scope, du dimensionnement de la direction juridique. On a récupéré pas mal de choses ces dernières années, de la compliance à la RSE, de la protection des données, ce genre de choses, avec pas forcément un nombre d'embauches qui est corrélé au volume de travail supplémentaire qui a été ajouté. Donc, il y a une nécessité de se réorganiser. Et se réorganiser, c'est vraiment rationaliser ce qui existe. Donc, on optimise notre mode de fonctionnement. On pouvait aussi appeler ça les performance managers dans certaines entreprises qui existaient, dans le domaine bancaire notamment, j'y pense, parce qu'ils sont très réglementés, très organisés, et donc du coup, c'était déjà un poste qui existait en soi. Et donc, avec l'optimisation des fonctionnements, et ben, ça passe notamment par les nouveaux outils. En fait, si on fait un parallèle, vous avez tous les commerciaux qui bossent avec Salesforce, vous avez des SIRH pour la partie des recruteurs, vous avez un logiciel dédié en finance et comptabilité, vous avez des outils spécifiques pour la com, et nous, en direction juridique, on se retrouve à bosser avec la suite Microsoft Office, ce qui en soi est très bien, hein, mais c'est un tout petit peu sous-optimal par rapport au volume de travail qu'on doit traiter chaque jour. Ok. Donc c'est forcément lié aux outils, C'est Legal pas Tech, par exemple? forcément, c'est pas forcément lié aux outils, mais en fait, le scope du poste de LegalOps est à périmètre variable en fonction des entreprises. Mais le cœur de la mission dans tous les LegalOps, ce sera la partie digitalisation. Donc, ça va nécessairement passer par les outils. Mais les outils et les process sont intrinsèquement liés. Il n'y a pas besoin de faire des process en plus là où ils existent déjà. Parfois, il faut juste les re-rationaliser. Et il n'y a pas besoin forcément de nouveaux outils si on a des bons process optimum. Il faut vraiment avancer en parallèle sur ces deux sujets. Donc, on se fait des guidelines, on essaie de vérifier comment on peut faire pour travailler autrement et pas être débordé. On pose les limites aussi sur ce qu'on prend et ce qu'on ne prend plus en direction juridique, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir des journées à rallonge non-stop. Et si on nous donne un scope toujours plus étendu, eh ben, il faut poser des gardes. Voilà. Et ça, c'est aussi à ça que va servir le LegalOps. Donc, Et on va vraiment justement, repenser son métier. Émilie, c'est pas le rôle normalement du directeur juridique de faire tout ça? Et ben alors, c'était en fait le cas jusqu'à maintenant. Le directeur juridique ou la directrice juridique pouvait prendre cette partie du scope, effectivement, parce que ça existait déjà. Ou alors, c'était détaché auprès des autres juristes, et auquel cas, c'était un petit peu plus éclaté dans la direction juridique. Mais en fait, le directeur juridique ou la directrice juridique, elle doit se concentrer sur la stratégie de la direction juridique, qui doit être elle-même alignée à la stratégie du business. Donc ça, c'est normal et c'est son périmètre. Le directeur juridique, il a toujours dans ses journées une partie où il va faire quand même du business au day-to-day. Donc, il va manager les gros contrats, relire les gros contrats, gérer les gros contentieux, ce genre de choses. Là, le LegalOps, lui, normalement, il est complètement détaché de la partie juridico-juridique de sa profession pour vraiment se concentrer que sur la partie organisationnelle. Je vous dis ça, c'est dans un monde idéal, mais aujourd'hui, on se rend compte que souvent, les gens vont cumuler les deux casquettes, à la fois de juriste et de LegalOps. Et donc, du coup, on a vraiment deux stratégies qui se dessinent, une pour le directeur ou la directrice juridique sur la partie stratégie business de la direction juridique et de l'entreprise, et une sur la stratégie roadmap digitale de la personne qui va être en charge des LegalOps. Donc, Mais du coup, est-ce qu'il faut que l'entreprise ait une certaine taille, Émilie, pour qu'on arrive comme ça Alors, oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, dans les faits, c'est souvent le cas. Je ne vais pas vous cacher que les LegalOps qu'on trouve, on les trouve dans les gros groupes, soit du CAC 40, soit du SBF 120, mais vraiment, c'est des groupes de taille un peu critique. C'est apparu en fait en 2016, cette création de postes. Alors, c'est apparu il y a une vingtaine d'années dans le monde anglo-saxon, mais en tout cas en France, c'est arrivé en 2016 pour au moins trois raisons. Parce que déjà, ils ont le budget pour recruter une personne à temps plein pour faire exactement cette fonction. Dans un deuxième temps, parce qu'ils ont la matière, parce qu'ils sont arrivés à une taille critique. Évidemment, quand vous êtes la direction juridique de Total, le nombre de juristes à organiser et la taille de la direction juridique fait que nécessairement, vous avez besoin d'une personne à temps plein qui occupe ce poste. Et aussi parce qu'ils ont les ressources en interne. Donc, ils ont pu déléguer ce scope de mission à des personnes en interne qui étaient intéressées et qui avaient intrinsèquement la motivation pour devenir LegalOps. Donc, ce n'était pas forcément une ouverture de poste supplémentaire. Mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On n'est pas cantonné qu'aux gros groupes, puisqu'on voit qu'il y a des petites structures
qui ont commencé à embaucher des LegalOps. On peut citer par exemple Blablacar ou Doctolib ou Content Square qui ont un LegalOps aussi. Et ça, je pense que c'est intrinsèquement lié au mode de fonctionnement de la société parce que quand vous êtes une startup qui est agile et qui fonctionne bien et que vous avez pour mission d'optimiser vos ventes et d'avoir une croissance très rapide, nécessairement, ça passe par des process. Et les process, il faut aussi les appliquer au juridique. Et est-ce que le LegalOps, il est nécessairement dédié au juridique ou est-ce qu'on pourrait imaginer un fonction support Ops, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui serait partagé entre finance, ressources humaines et juridique par exemple? Oui, ce serait envisageable pour des structures qui n'ont pas la nécessité d'embaucher quelqu'un à temps plein sur les opérations juridiques. Là, je pense que du coup, on va tomber plutôt sur une personne qui sera COO, la personne qui est en charge des opérations dans le groupe. Je ne suis pas très fan de la distinction business et fonction support parce que personnellement, je trouve qu'on Je suis bien contribue, d'accord. on contribue au business de la même façon que le business en soi. Et sans nous, ça ne tournerait pas. Donc, on n'est pas fonction support. Mais oui, je pense qu'effectivement, sinon, il y a des personnes qui sont COO qui vont devoir aussi intégrer peut-être dans leur scope, ce qu'elles n'ont pas forcément aujourd'hui, la partie légale. Avec la seule réserve que c'est compliqué, à mon sens, de faire des legal operations si on n'est pas l'habitude de travailler dans la direction juridique ou dans le cabinet d'avocat. Il faut vraiment bien connaître les rouages, le mode de fonctionnement, les problèmes qu'on a rencontrés en interne, ça change tout. Moi, ce que Ça j'ai veut vu… dire... pardon, excuse-moi, Audrey. Attends, je finis juste mon Vas-y. follow-up et après, je me tais. Ce que j'ai vu, moi, quand il y a justement des LegalOps, c'est que c'était des personnes qui étaient essentielles pour permettre à la fonction qu'on souvent on appelle une fonction de coût, un cost center, de le transformer en profit center. Est-ce que tu serais d'accord avec ce point de vue, Émilie? Oui, évidemment. Justement, la On n'a pas eu présence de besoin LegalOps d'attendre. permet de montrer que le legal peut être un profit center. Exactement. En fait, on n'a pas eu besoin d'attendre la création du poste de LegalOps pour en direction juridique. Je pense que tous les gens qui nous écoutent ont eu cette problématique à cœur et ont essayé de la traiter, de faire comprendre à l'intérieur de l'entreprise la plus-value et la valeur ajoutée de la direction juridique. C'est compliqué parce que nous, on ne peut pas arriver avec les chiffres aussi facilement que les personnes en charge de recrutement, que les personnes en charge de la direction financière ou que les personnes en charge de la com. Mais néanmoins, tout ce qu'on va faire et tout le travail invisible qu'on fait, je pense qu'il y a une nécessité de communiquer sur le sujet. Et ça, c'est mon autre cheval de bataille, c'est d'impliquer les directions juridiques avec les services com pour travailler sur ces sujets-là, pour faire comprendre exactement ce qu'on fait. En fait, c'est simple. Vous allez voir quelqu'un dans une direction, une business unit de votre entreprise, vous leur demandez ce que fait la direction juridique. Globalement, si on vous répond, vous relisez les contrats et vous dites toujours non, c'est que vous avez manqué votre objectif de communication. C'est pas grave, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, mais une fois qu'on a identifié ce problème-là, il faut justement faire le travail d'aller faire un travail de pédagogie en aval pour essayer d'expliquer exactement tout ce qu'on fait et faire ressortir la quantité de travail qu'on fait au quotidien. Moi, je le sais, vous le savez, l'important, c'est surtout que votre direction générale le sache et que le business le sache aussi. Et du coup, Émilie, tu disais justement, tu parlais de cabinet d'avocat. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un cabinet d'avocat pourrait, par exemple, faire office de LegalOps en entreprise, justement? Oui, alors je pense qu'à terme, on assistera à des passerelles comme ça entre LegalOps dans les entreprises ou dans les cabinets d'avocats, même si le fonctionnement intrinsèque des cabinets d'avocats n'est pas tout à fait le même que dans les directions juridiques, néanmoins. En revanche, dans les directions juridiques, la personne en charge du LegalOps, elle aura en charge une partie gestion budgétaire que j'évoquais en introduction. Et dans la gestion budgétaire, il y a la gestion budgétaire et la ventilation plutôt financière, interne et externe. Donc, qu'est-ce qu'on internalise dans la direction juridique et qu'est-ce qu'on externalise aux prestataires juridiques et notamment les avocats? Et on assiste pas mal, justement, surtout avec le contexte économique qu'on connaît aujourd'hui, à une nécessité de resserrer les budgets et de renégocier les fees qu'on va avoir avec les avocats. Et donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on peut les faire travailler autrement, moduler les façons de travailler. En fait, le LegalOps, il faut vraiment qu'il soit très innovant dans sa façon de penser et qu'il décide de casser tout ce qui existe, si ça ne fonctionne pas, pour le repenser autrement, parce que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et donc, le fonctionnement avec les cabinets d'avocats, ces dernières années, il a quand même déjà pas mal muté, puisque jusqu'à présent, on était beaucoup sur le tarif horaire, et maintenant, on assiste à pas mal d'autres alternatives sur le sujet. Je vais d'ailleurs en parler tout à l'heure. C'est un nice segue. Merci, Émilie. Teasing. Justement, est-ce que tu as en tête un peu des priorités, toi, c'est-à-dire est-ce que en fonction d'une entreprise, d'une direction juridique, on doit démarrer obligatoirement par tel et tel sujet lié au LegalOps ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque business? Ce sera propre à chaque entreprise. Moi, je conseille toujours de ne pas toucher ce qui fonctionne, même pas de façon optimale, et de s'attaquer directement à ce qui ne fonctionne pas. On a tous dans les entreprises connu des moments où on a vraiment des process ou des choses qui sont
complètement cassés, quoi. Parfois, on les a en fait d'ailleurs hérités de précédents directeurs ou directrices juridiques qui ne sont même plus là. Et on va vous dire, oui, mais on a toujours fait comme ça. D'accord, on a toujours fait comme ça, mais en fait, on se rend compte, si on décortique le process posément, qu'on est en train d'appliquer quelque chose qui non seulement est sous-optimum, mais qui ne convient à personne, parce qu'il a été imposé par une personne qui n'est même plus au sein de la société. Ça n'a aucun sens. Donc, commencez par détricoter ce qui est posé aujourd'hui, qui est en fait un héritage de quelqu'un qui n'est même plus là, qui ne vous convient pas, et mettez vos équipes à profit justement pour faire ressortir ces points de frustration. Tout le monde en a, mais en fait, globalement, si vous interrogez vos équipes et qu'il y a un point qui va revenir à chaque fois, c'est que c'est ce premier point sur lequel il faut s'atteler. Ouais. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, sans vraiment citer tes clients, évidemment, mais de missions tu vois, assez concrètes qu'on pourrait présenter ici pour aider les auditeurs, notamment à visualiser quel sujet on peut traiter, de quelle manière, et toi, comment t'aides les boîtes aussi? Oui, alors moi, j'aide mes clients exactement sur ce genre de sujet. Donc, les directions juridiques qui viennent me voir, c'est des directions juridiques qui s'interrogent sur la pertinence de leur mode de fonctionnement actuel ou la nécessité d'utiliser des nouveaux outils. Et auquel cas, elles sont un petit peu perdues sur le marché Legal Tech parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, on fait un établissement, un audit en fait préalable de leurs besoins, de leurs contraintes métiers, de leurs contraintes techniques, de leurs contraintes technologiques aussi, et de leurs contraintes budgétaires évidemment. Et ensuite, on va identifier, une fois qu'on a identifié tout ça, et ben moi, je vais identifier les legal tech qui vont pouvoir répondre à leurs besoins et qui vont pouvoir les aider à travailler mieux au quotidien. Donc, c'est vraiment un travail préalable d'audit que certains font individuellement par ailleurs avant que j'arrive. Auquel cas, je les accompagne juste sur la partie identification des solutions qui sont existantes. Mais vraiment, ça, c'est vraiment le premier point à faire en interne. Ce qui est difficile, c'est que pour certaines d'entre elles, ils n'ont pas de personnes à temps plein pour pouvoir se dédier à cette question de l'audit. Or, c'est vraiment capital et c'est la première chose à faire. Et quand vous êtes pris par le quotidien et le day-to-day business, c'est vraiment difficile d'avoir du temps à y consacrer. Donc, les Ouais. missions simples à implémenter aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, vous en êtes tous là, mais si vous n'en êtes pas là, vous pouvez mettre un petit message en commentaire et je vous aiderai. Sur la signature électronique, ce n'est pas possible d'aborder un deuxième confinement et d'avoir pas de solution électronique, de signature électronique contractuelle aujourd'hui. La deuxième étape facile, c'est le chatbot. J'en ai parlé à l'occasion d'autres webinaires. Si vous avez un chatbot en interne, ça vous soulage pas mal pour un nombre de questions récurrentes que vous pouvez avoir qui est en réalité pas très intéressante. Combien d'entre vous qui êtes en train de suivre le webinaire aujourd'hui, combien d'entre vous ont envoyé un NDA ce matin? Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on avait fait 5 ans d'études? Je ne pense pas. Donc, je pense que sur ces questions standards et vraiment automatisables, on peut mettre en place des outils qui vont venir nous soulager. L'idée, ma vision et la vision de beaucoup de personnes Legal Tech sur le marché, c'est vraiment d'avoir des outils qui vont vous permettre de travailler plus efficacement et au-delà de plus efficacement, plus simplement. Voilà, personne n'avait signé pour avoir des conditions de travail qui sont vraiment complexes. Ok. Donc, je vois que c'est quand même beaucoup lié au legal tech, hein, même si je comprends qu'il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il faut un legal ops officer en interne pour commencer à mettre des choses en place? Ou est-ce que si on n'a pas peut-être les moyens d'avoir cette personne, on peut, nous, justement, prendre en charge certaines activités, donc comme tu viens de l'expliquer? Oui, non, bien sûr, il y a plein de directeurs ou directrices juridiques qui ont déjà pris ce sujet à cœur sans avoir ni les moyens ni une personne dédiée pour faire des legal ops. Mais c'est pas ce C'est que tu vraiment recommandes, toi. Dans l'idéal, il faut une personne en charge qui soit dédiée pour le faire. Mais si la personne en charge de la direction juridique a le temps de s'y consacrer, le tropisme et l'intérêt personnel pour le faire, évidemment qu'elle pourra y arriver toute seule, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment une personne qui soit leader sur le sujet et qui impulse le changement. Ce qui est aussi très difficile dans le process, c'est l'adhésion des équipes. Donc la conduite du changement, c'est vraiment l'adhésion des équipes, la communication sur le sujet en amont et en aval. Et d'ailleurs, l'adhésion des équipes, moi j'ai une histoire assez marrante. J'ai travaillé avec un grand groupe du CAC 40 et notamment en suggérant de mettre en place la signature électronique. Et donc l'idée venait du legal, hein, très clairement, et la suggestion venait du legal. Et les obstructions et les obstacles qu'on a eu à vaincre sont venus de la direction des services techniques, qui d'ailleurs n'hésitaient pas à nous dire non mais la signature électronique c'est pas juridique, c'est pas légal. Et donc on était là. Alors comment vous dire? C'est-à-dire que c'est la direction juridique qui vous recommande de mettre en place la signature électronique. Donc je pense
que si quelqu'un est capable de prendre la mesure du risque pris et de savoir si c'est légal ou pas, c'est nous, ce n'est pas la direction des services de l'informatique. Mais parfois, dans les grands groupes, on se retrouve à devoir batailler. Parfois, voilà, la direction juridique veut se digitaliser, veut mettre en place des choses. Et en fait, il y a des chapelles, voilà, des choses qu'il faut faire bouger qui parfois n'ont rien à voir avec le juridique. Donc, je ne sais pas si tu as eu cette expérience, Émilie. Moi, je l'ai eu en accompagnant des directeurs juridiques. Et c'est vrai que j'ai été un peu sidéré parfois. Et c'est vraiment, il faut vraiment être force de changement. Exactement. En fait, la direction juridique, elle est un peu prise entre le marteau et l'enclume. Le marteau étant la direction générale et l'enclume, la direction des services informatiques, qui eux-mêmes ont leurs propres contraintes. Et on comprend très bien, il n'y a pas de sujet sur ça. Mais en revanche, il y a vraiment une nécessité, quand on monte le projet de changement, de mettre on board la direction informatique sur ça, pour pouvoir les avoir dans la poche et pour pouvoir comprendre également quelles sont leurs contraintes en interne pour pouvoir établir la meilleure solution à mettre en place. Justement, dans cette conduite du changement, toi, tu as des idées, des choses que tu recommandes? Parce que c'est vrai que c'est souvent des gros projets où il faut impliquer différentes équipes dans une période comme ça. C'est pas toujours simple. Est-ce que tu as un peu des clés à donner aux auditeurs là-dessus, sur la posture notamment à adopter dans l'entreprise? Alors, c'est de la gestion de projet. En fait, c'est de la gestion de projet informatique, mais c'est de la gestion de projet. Le problème étant qu'à l'université, on n'est pas vraiment formé sur la question de la gestion de projet, qu'évidemment, on a tous pu acquérir des compétences sur ce domaine-là à force de travailler conjointement. Et donc, du coup, il va falloir mettre la direction informatique avec vous sur le sujet euh, dès le début, dès en amont. Il y a pas mal d'entreprises, de grosses entreprises en tout cas, qui vont avoir des directions informatiques qui ont suffisamment de bandes passantes pour pouvoir elles-mêmes en fait monter le projet. Donc il y a déjà pas mal de sujets aussi qui peuvent être résolus comme ça directement en interne. Il y a aussi, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une nécessité de communication auprès de la direction générale. Puisque quand je disais on est pris entre le marteau et l'enclume, c'est qu'on comprend bien les contraintes de la direction informatique, mais on a du mal à faire comprendre à notre direction générale la nécessité pour nous de s'équiper et donc d'avoir un budget dédié. On va vous dire, écoutez, vous fonctionnez très bien jusqu'à maintenant, vous prenez de plus en plus de charges, de charges de travail, et le livrable est là et le livrable est rendu parce que s'il y a besoin d'assez unanime auprès des directions juridiques, c'est que plus on vous en met et plus vous le faites, et plus vous le faites et plus on vous en donne, c'est le problème. Donc du coup, il faut vraiment pouvoir démontrer qu'on a besoin d'avoir des conditions de travail qui sont plus satisfaisantes, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et qu'on a besoin de s'équiper et d'avoir des outils. Ça n'est pas normal qu'on soit la seule direction dans l'entreprise à avoir si peu d'outils et à être si peu équipé. Hmm. Donc, Ouais, communiquer, ce serait vraiment ok. mon conseil. Et qu'est-ce qu'on dit, par exemple, à une direction générale qui nous dit non, il n'y a pas le budget, c'est pas la prio en ce moment. L'idée, c'est plutôt de rationaliser plutôt que d'avoir des nouveaux outils. En fait, effectivement, mais on a le même centre commun d'intérêt. Le but, c'est de rationaliser et le but, c'est de délivrer une meilleure prestation juridique, parce qu'en direction juridique, on délivre donc de la prestation juridique. Ça, c'est ça qui va intéresser votre direction générale. Donc, les contraintes budgétaires et la sécurité juridique que vous allez pouvoir délivrer. Si vous leur vendez les legal tech et les solutions existantes et les process et l'organisation de façon générale comme étant une solution pour vous d'un meilleur travail, ça ne va pas leur parler globalement. Si vous leur parlez en leur disant que vous allez avoir un meilleur rendement, que vous allez avoir un retour sur investissement, le fameux ROI, qui est intéressant sur les solutions legal tech parce que du coup, ça vous décharge. Et si ça vous décharge, vous n'allez pas vous tourner les pouces. Je suis sûre que vous avez pas mal de choses supplémentaires que vous pourriez prendre. Et les choses supplémentaires, ce seraient des choses qui seraient plus intéressantes et qui seraient non automatisables, à l'inverse de ce que je vous évoquais tout à l'heure. Donc ça, pour moi, ça, c'est des arguments qui leur parlent. Mais il faut avoir fait un travail préalable sur tous ces éléments-là et avoir rationalisé, avoir vos chiffres. Combien de personnes vous affectez aujourd'hui à des tâches qui ne sont pas hyper intéressantes et pour lesquelles il existe une solution de digitalisation qui soit efficace et elle coûte tant. Et moi, la mobilisation de temps de mes juristes, à leur salaire horaire, c'est simple, ça me coûte tant. Donc, il faut leur montrer que c'est un choix rationnel de s'équiper en outils, surtout dans un contexte qu'on connaît comme aujourd'hui. Le premier confinement, ça a pu prendre certains, j'allais dire tout le monde, mais ce n'est pas le cas, parce que certains étaient déjà équipés, certains avaient déjà compris la nécessité de s'outiller, mais ça a pu prendre certains de cours. En revanche, on n'a plus aucune excuse pour dire « Ah, mais c'est le deuxième confinement et on n'est pas équipé ». Ça n'est pas possible. On ne peut plus continuer à travailler de cette façon avec un drive commun, dans le meilleur des cas, ou des dossiers qui sont chez les uns, chez les autres et sur les ordinateurs des uns et des autres. Ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Enfin, c'est possible, mais c'est vraiment sous-optimum, et pour vous, et pour la sécurité juridique de l'entreprise, et ça parlera au DG.
pense que tu prêches des convaincus dans notre auditoire, du coup. Et je pense que tu vas créer beaucoup de vocations. Et justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui voudraient être LegalOps, justement? Alors, les personnes qui sont LegalOps ou qui veulent le devenir, en fait, ça va être, un nouveau poste qui va se créer. On est souvent dans une structuration en râteau dans les directions juridiques, avec donc le directeur ou la directrice juridique, et puis en dessous, les directeurs ou directrices juridiques pardon, des business units, et en dessous, leur propre juriste. Et donc, vraiment, c'est une structuration en râteau où il n'est pas forcément possible de monter au-delà d'un certain seuil. Le poste de LegalOps, c'est compliqué parce que ça n'est pas un rattachement hiérarchique. Enfin, il n'a pas sous ses ordres de rattachement hiérarchique, c'est un rattachement fonctionnel. Donc ça va poser pas mal d'autres problématiques, notamment en termes de management. Mais du coup, il est bras droit du directeur juridique ou de la directrice juridique et il va organiser le fonctionnement de toutes les personnes en dessous. Donc c'est un pas de côté sur le fonctionnement habituel du juriste. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, certains vont cumuler les casquettes, mais il est possible qu'à terme, et je pense que c'est ce vers quoi on se dirige aujourd'hui, puisque c'est le cas dans le monde anglo-saxon, que ces postes soient des postes à temps plein. Et donc déjà, la première chose à dire, c'est qu'en fait, il faut être prêt à renoncer à la partie purement juridico-juridique. Moi, je suis ancienne juriste, je suis passée en direction juridique pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, je fais de l'assistance auprès des directions juridiques et des cabinets d'avocats sur ces techniques processuelles et organisationnelles et les nouveaux outils. Je ne fais plus jamais de relecture de contrat. Tu fais du LegalOps externalisé ou tu aides les LegalOps à mettre en place leur truc ou tu le fais les deux? Eh bien, les deux, en fait. Les deux, pour les entreprises qui n'ont pas encore de LegalOps, ça peut être une bonne première solution pour mettre le pied à l'étrier, pour voir ce qui peut se faire sans engager quelqu'un à temps plein et avoir le coût financier d'avoir une personne à charge en CDI. Et souvent, j'assiste les personnes qui sont elles-mêmes LegalOps en poste et qui, en fait, n'ont souvent pas d'équipe, elles sont toutes seules, c'est le problème, alors qu'elles ont un spectre très, très large, comme je vous l'ai évoqué en début d'entretien. Et du coup, je suis un peu les bras en plus qui vont venir les aider sur un projet dédié. Donc de façon très ponctuelle. Mais donc aujourd'hui, moi, je ne fais plus du tout de juridique. Je ne relis plus de contrats, je ne négocie plus les contentieux. C'est quelque chose que je sais faire, c'est des compétences qu'on a, mais en tout cas, il faut être prêt à... Ça te manque terriblement. Ça me manque pas tellement. Je suis extrêmement contente de ce que je fais aujourd'hui. Mais en revanche, l'inverse n'est pas vrai. Je pense qu'on ne peut pas arriver à un poste de LegalOps si on ne sait pas faire tout ça. Parce que sinon, on manque vraiment de connaissances intrinsèques au métier de juriste. C'est pour ça que moi, je dis que je suis une juriste devenue consultante et pas une consultante pour les directions juridiques. Pour moi, c'est vraiment, ça change tout. Donc, on est d'accord, quelqu'un qui veut créer un poste de LegalOps ne va pas recruter un juriste qui sort de la fac de droit et qui n'a fait que 1 ou 2 stages alors. Eh bien non, parce qu'il faut avoir une expérience en direction juridique nécessairement. Donc du coup, ça, vous ne l'avez pas en sortie de Master 2. Donc non, ça ne peut pas être une personne junior. Il faut avoir un minimum d'expérience en direction juridique. Il faut avoir une appétence pour les nouvelles technologies. Il faut être globalement très, très organisé. Ça, c'est ma passion. Personnellement, je suis la Marie Kondo des directions juridiques. Ça en prend, ça en jette. Voilà, il faut avoir vraiment un œil avisé sur ça. Et en fait, c'est simple, des personnes qui adorent faire de l'organisation, il y en a, et soit on adore, soit on déteste, mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont les LegalOps, elles sont sur la même typologie de profil. Ensuite, il faut avoir un esprit assez innovant et avoir une ouverture d'esprit pour aller piocher dans pas mal d'autres thématiques que le juridique, des solutions qui existent. Par exemple, aujourd'hui, en gestion de projet, on travaille beaucoup avec la méthode agile, qui est une méthode qui fonctionne beaucoup dans les départements informatiques, qui n'est absolument pas appliquée en direction juridique. En tout cas, moi, dans mes expériences, je ne l'avais jamais vue jusqu'à maintenant. Donc, je ne dis pas que c'est transposable, copier-collable à l'envie en 2 secondes. En revanche, il y a pas mal d'autres thématiques sur lesquelles on va pouvoir aller piocher des infos et s'inspirer et prendre une partie pour pouvoir le transposer sur le juridique, avec les modifications idoines. Merci pour tout ça, Émilie. J'espère que ça a donné des envies à vous tous de déjà creuser le sujet et puis peut-être évoluer vers ça ou mettre des choses en place, faire bouger un peu les lignes dans l'entreprise. Si vous avez des questions pour Émilie, surtout posez-les dans le chat, on y répondra à la fin. Donc, n'hésitez pas, on compte sur vous. Maintenant, on va passer aux chroniques de nos 2 chroniqueurs préférés. Pierre, jingle. Merci
Pierre, c'est mon tour. Donc, merci, Émilie. Aujourd'hui, après tout ce que tu nous as dit, j'ai souhaité vous parler d'évolution des juristes et surtout de votre évolution. Alors, on pense tous, quand on commence une carrière de juriste, à l'évolution verticale. Donc, juriste, responsable juridique, directeur juridique, allons un peu plus loin, secrétaire général, voire même DG, soyons fous. Et ça, c'est déjà arrivé. Mais il y en a d'autres qui veulent évoluer en fait, différemment, de manière horizontale et, comme j'aime à le dire, de manière diagonale. C'est tout à fait possible et c'est ce que tu as fait, Émilie, grâce notamment à tes soft skills et à ton savoir-être, et c'est en effet tout à fait possible. Donc, ce n'est pas une fin en soi d'être juriste, même si c'est très, très bien. Donc, comment évoluer? C'est grâce à vous, tout simplement, grâce à ce que vous savez faire, qui vous êtes, ce que vous aimez faire, que c'est possible. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, je ne vais pas vous en faire un inventaire à l'après-vert, mais voici quelques exemples de ce que j'ai pu rencontrer en tant que recruteuse, que ce soit auprès de mes clients ou de mes candidats. Donc, LegalOps, on va commencer évidemment par cet exemple. Knowledge Manager, responsable juridique en charge de la transformation digitale, le Legal Design, Contract Manager, Compliance Officer, DPO, référent RSE, responsabilité sociale et environnementale pour ceux qui ne connaissent pas, formateur juridique, c'est aussi possible, j'ai vu, traducteur juridique en interne ou en externe, risque manager. Quand on fait du social, on peut évidemment penser à devenir responsable RH ou en charge des relations sociales. Aussi responsable opérationnel d'une BU, responsable de tout ce qui est immobilier dans l'entreprise, c'est aussi possible. Dans la banque, par exemple, on peut devenir commercialisateur, analyste, responsable de programme, responsable juridique produit. Bon, j'arrête là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment possible de faire autre chose en étant juriste à la base, tout en restant au sein de l'entreprise. Vous pouvez même devenir consultant en recrutement juridique. Alors, j'hésitais un petit peu à donner ce conseil après échange avec Thibaut et Pierre, parce que je n'ai pas envie d'un nouveau concurrent. Bon, vraiment, si ça vous intéresse, vous m'écrivez et peut-être que vous pourrez rejoindre notre équipe chez Fed Legal. N'hésitez pas. En tout cas, sans changer forcément de métier ou de titre, c'est tout à fait possible d'élargir vos champs de compétences techniques en utilisant vos compétences en fait, de savoir-être. Donc, acceptez des projets, allez voir les opérationnels, soyez curieux, faites-vous connaître en interne, faites en sorte aussi qu'on pense à vous pour des opportunités et surtout, soyez ouverts aux opportunités. Pour tout vous dire, c'est comme ça qu'en tant que chasseuse de tête, je me retrouve ici tous les mardis, tous les jeudis à midi avec Pierre et Thibaut, notre invité, et que je suis devenue donc chroniqueuse au sein du Legal Club Sandwich. Pierre, c'est à toi. Absolument, ça va être à moi. On a perdu Émilie dans la bataille, mais elle va certainement revenir. J'adore, j'ai l'impression de meubler en direct, comme ces speakerines qu'on avait. Enfin, beaucoup d'entre vous êtes certainement trop jeunes pour vous en souvenir, hein, où on me devait meubler. Je vois sur les prompteurs, on me dit à l'oreillette qu'Émilie dit qu'elle a été déconnectée. Donc, Thibaut, je te laisse régler le problème pendant que moi, je lance ma chronique. You do. Voilà. Le mien est beaucoup plus punchy. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle en anglais des alternative fee arrangements. Tout à l'heure, Émilie a rapidement évoqué le sujet de renégocier les honoraires d'avocat. Et il se trouve, pour ceux qui ont suivi ma vie, mon œuvre, que vous savez que j'ai été directeur juridique pendant des années dans des boîtes américaines, Disney, Yahoo pendant plus de 15 ans. J'ai même monté l'équipe juridique chez Ledger. Et j'ai aussi été avocat, donc j'étais de l'autre côté de la barrière. Donc il y a un moment, je commence à un peu savoir tous les modèles que l'on peut envisager dans vos négociations de frais d'avocat et ce que vous pouvez proposer, voire parfois des solutions relativement créatives. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, il y a le bon vieux plafonnement des honoraires. Donc là, ça veut dire que vous plafonnez les honoraires, comme son nom l'indique, pour un cas, un sujet donné. Vous, par exemple, vous obtenez pour un projet un prix fixe et ferme pour faire une recherche. Nous, c'est quelque chose chez ENCO qu'on fait régulièrement lorsqu'on nous demande de faire une compliance review sur 3 ou 5 pays. Eh bien, on est totalement capable de dire ça va vous coûter tant pour 2 pays, 3 pays, 4 pays, 5 pays. Voilà. Et donc là, comme ça, le client sait parfaitement où il met les pieds. Après, il y a un système d'honoraires fixes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut imaginer une facturation par palier, où là encore, il y a une visibilité exactement sur ce qu'on va devoir payer. Par exemple, on peut imaginer qu'un contrat type va être facturé 5 000 €.
Voilà, ça va être le montant. Et puis, on va pouvoir ajouter une autre colonne dans la négociation. Si on doit négocier la première version du contrat, ce sera 2 000 € de plus, et puis c'est tout. Si on doit négocier la deuxième version ou la troisième version, ça sera 1 000 € de plus, etc., etc., pour arriver à un forfait global d'un montant, mais avec des tiroirs que l'on pourra choisir si l'on a envie, ce qui permet une prévisibilité, là encore, des frais d'avocat. Après, on a le fameux honoraire de résultat que vous connaissez tous. Donc, vous savez qu'en France, il faut obligatoirement qu'il y ait des honoraires classiques qui soient versés. Mais on peut tout à fait prévoir qu'il y aura un montant qui sera payé, un pourcentage, par exemple, dans un contentieux des sommes récupérées. Alors là, bien évidemment, toujours prévenir le département finance à l'issue du contentieux, il faudra payer les 10, 15, 20% sur l'honoraire de résultat qui aura été négocié. Il y a les honoraires pour la réussite partielle. Alors là, on peut imaginer que le cabinet d'avocats va recevoir une somme à la fin s'il obtient certains objectifs. C'est-à-dire, il y aura les honoraires classiques et une sorte de bonus si certains objectifs, certaines choses qu'il fallait atteindre ont été obtenues. À ce moment-là, le cabinet pourra les avoir, obtenir cet honoraire supplémentaire. Donc là encore, il faut être extrêmement clair sur les conditions qui déclencheront ce bonus supplémentaire, mais ça peut être un bon incentive et encore un win-win. Après, on a le classique, le modèle de l'abonnement. Donc là, par exemple, on peut s'imaginer que tous les dossiers en matière de propriété intellectuelle dans un cabinet vont être couverts par un montant payé mensuellement. Alors là, il faut être très, très clair. Il faut faire ce qu'on appelle le clear contracting pour bien qu'on soit d'accord sur ce qui est dans l'abonnement et ce qui n'est pas dans l'abonnement. On a après un système qui s'appelle aussi le retainer. Donc, c'est très proche de l'abonnement. C'est un paiement chaque mois donné pour retenir un cabinet qui va travailler pour vous et qui va être là pour effectuer un certain type de travail. Alors là, ça peut être très intéressant de négocier, par exemple, un pack d'heures, notamment quand vous êtes short, que vous avez un congé maternité ou que vous avez beaucoup, par exemple, de contrats à négocier, des contrats commerciaux, les solutions SaaS ont souvent ce problème. Tout d'un coup, en fin de quarter, il y a une espèce d'envolée des contrats qui doivent être signés. Grâce à un retainer, on peut imaginer mettre en place un pack d'heures, par exemple 20 heures par mois, sur une période de 6 mois pour un montant fixe payé tous les mois. Le petit truc pour les juristes que je vous donne, et Émilie est de retour, vous voyez comme quoi je suis épatant pour arriver à meubler jusqu'à son retour. Mais Magique, Pierre. Je continue, j'ai presque fini. Donc, l'intérêt du retainer, c'est qu'on peut, par exemple, négocier un certain nombre d'heures sur une période de 6 mois. Mais le truc que je vous donne, c'est d'avoir des heures flottantes. C'est-à-dire que, par exemple, en janvier, vous n'utilisez que 5 heures des 20 heures du pack et que le 15 heures peuvent se reporter sur février, sur mars. Par contre, du point de vue du cabinet, à un moment, au bout des 6 mois ou 7 mois maxi, il faut que les heures non utilisées soient perdues. Sinon, évidemment, on ne s'en sort pas. Ces heures continuent de s'empiler et de passer de moins en moins. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? En fait, le principal truc que je peux vous dire, c'est que comment est-ce qu'on suit tout ça? Alors, moi, je voudrais vous parler de 2 legal tech qui sont intéressantes pour vraiment faire ma pub de mes camarades. La première, c'est une legal tech qui s'appelle Simple Legal. Mes camarades de Simple Legal, je les connais bien parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux des deux côtés, tant en étant avocat que chez Ledger. Je vous mets leur site dans la section de commentaires. Et en fait, c'est utilisé par énormément de sociétés de la tech, Snapchat, Pinterest, Airbnb, enfin vraiment, ils l'utilisent énormément. Et ça vous permet d'avoir d'un clic une vue sur votre budget, mais savoir quel juriste utilise quel cabinet, pour combien de montants, quel avocat facture combien, quel est le taux horaire, quand la finance vous dit mais ça coûte hyper cher ces histoires de brevets, vous pouvez d'un clic sortir exactement avec des jolis chart pie, etc. combien est-ce que ça a coûté. Voilà, ça vous donne un contrôle de manière extrêmement simple côté juriste du budget, et côté avocat, c'est formidable parce qu'il y a un portail miroir qui fait que l'on voit
savoir exactement où est la facture. Elle est arrivée, elle a été approuvée, elle est à la finance, elle a été payée. Donc, ça évite de relancer son client pour pouvoir suivre. Et enfin, l'autre Legal Tech, il n'allait pas en parler lui-même, je vais quand même la mentionner. C'est évidemment Leeway. Si vous devez avoir une Contratech, vous n'en utilisez qu'une, c'est celle de notre ami Thibaut quand même, parce qu'il ne parle jamais de lui, mais moi, je vais parler de lui. Donc voilà, c'est Get Leeway. Je vais vous envoyer le lien aussi en commentaire. En termes de base de contrat, je ne crois pas qu'on fait mieux. Voilà. Merci Pierre. La parole à Émilie. Alors, on a pas mal de questions, Émilie, notamment une de Luc. D'ailleurs, salut Luc, j'espère que tu vas bien. Tu nous suis d'émission en émission, ça fait plaisir. Qui nous demande comment peut-on convaincre les entreprises qui sont très structurées à changer leur structure pour accueillir un poste de LegalOps? Eh ben, pardon. Grosse question. Bonjour Luc, ça dépend quelle est votre fonction, Luc. Si vous êtes la personne décisionnaire, c'est simple, il va falloir que ce soit impulsé d'en haut. Si vous n'êtes pas la personne décisionnaire, il faut préparer un petit argumentaire stratégique d'explication. Alors déjà de ce que sont les legal operations, parce que tout le monde n'est pas encore au courant. Moi, j'en parle beaucoup et je publie beaucoup sur le sujet des articles, des vidéos. Voilà, mais ça n'a pas encore pénétré toutes les sphères de la direction juridique, j'ai l'impression, en tout cas pas de toutes les entreprises. Donc, il faut déjà être force de communication sur ce sujet et être la personne qui va présenter le fait que ça existe. Ensuite, il faut s'appuyer sur ce que va pouvoir apporter la personne en charge des LegalOps et ensuite détailler, ça dépend je ne suis pas sûre d'avoir compris la question de Luc, je ne sais pas si c'est lui qui veut souhaiter devenir LegalOps lui-même ou bien ouvrir l'entreprise à un nouveau poste. Je pense que c'est ça, ouvrir l'entreprise à un nouveau poste, ouais. D'accord. Alors, ouvrir l'entreprise à un nouveau poste, c'est toujours compliqué en termes de restrictions budgétaires parce que ça implique l'ouverture d'un nouveau poste et donc une nouvelle personne sur la payroll. Si c'est vous qui souhaitez prendre ce poste-là, c'est pas mal plus simple parce qu'il faut faire comprendre à l'entreprise qu'il n'y aura pas de frais supplémentaires puisque votre salaire il est déjà là, vous êtes déjà intégré sur le groupe. En revanche, vous allez pouvoir apporter une plus-value importante sur l'organisation et l'optimisation du fonctionnement. Et un fonctionnement qui est plus optimisé, qui fonctionne mieux, c'est l'ensemble des personnes de la direction juridique qui vont elles-mêmes travailler mieux. Donc, ça a un retentissement assez important. Donc, il faut faire un coup comme ça. Je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore publiques, mais je travaille sur ce sujet et je vais pouvoir en parler très prochainement et je serai ravie de le faire. Je ferai une petite annonce sur LinkedIn, mais on travaille sur ce sujet parce qu'on l'a effectivement beaucoup à cœur, on l'a identifié comme étant problématique. Donc, je ne suis pas tout seul, je suis très bien entourée, vous le verrez, mais on est plusieurs à travailler sur ça pour pouvoir vous aider à justement vendre ce poste auprès de vos directions juridiques. Et pour ceux qui veulent devenir LegalOps, est-ce qu'il y a des formations justement qui existent aujourd'hui, Émilie? Eh bien non, pas non plus. C'est la question, pardon, de Céline. Merci Céline pour les questions. J'ai vu, oui. Non, il n'y a pas de formation aujourd'hui qui existe pour plusieurs raisons. Et parce que déjà, comme on le disait, on ne peut pas sortir de M2 et aller directement en legal operation dans une entreprise. En revanche, il pourrait y avoir des DU qui existent et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que je ne sais pas s'il y a des professeurs qui nous écoutent au sein de ce webinaire, donc je vais modérer mes propos. Mais comme d'habitude, je trouve qu'il y a toujours un petit décalage. En fait, comme il y a un petit décalage entre le monde anglo-saxon et la France, je trouve qu'il y a un petit décalage entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Donc, le temps que l'université se rende compte qu'il y a une nouvelle fonction qui émerge et que donc il va falloir les former pour qu'il y en ait demain, il va falloir impulser un peu sur le monde de l'université justement pour pouvoir démontrer la nécessité d'avoir des personnes qui sont formées parce que ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure mais qui est néanmoins très important, c'est qu'il y a des hard skills à avoir particulièrement pour les personnes en charge des LegalOps, que ce soit de la communication, de la gestion de projet, de la gestion de projet informatique, du coding éventuellement, de l'analyse de données et tout ça, on peut pas les acquérir, enfin on peut les acquérir tout seul mais c'est quand même très long et chronophage surtout quand on a un autre poste à plein temps et donc il y a une nécessité pour moi vraiment d'avoir une formation dédiée sur ces sujets-là. Ouais. Une question de Marie. Est-ce qu'on a une idée du nombre de LegalOps en France ou pas du tout? Eh bien non, pas du tout. Ça fait partie du projet que j'essaie de faire émerger parce qu'on a une problématique de recensement qui est double déjà parce qu'elles sont fédérées, elles ne sont pas fédérées au sein d'un même endroit aujourd'hui et c'est problématique. Et ensuite, le deuxième, c'est que tout le monde n'a pas le titre de LegalOps. Et donc, on a une disparité entre les personnes qui ont un titre de LegalOps et qui font du LegalOps, mais pas exclusivement, et surtout beaucoup de personnes qui ont un scope de LegalOps, mais qui n'ont pas le titre de LegalOps. Ouais. Donc, il va falloir resynthétiser tout ça pour pouvoir les retrouver. On compte sur toi. Exactement. On a une autre question, et puis après, on va bientôt arriver à la fin. Il me semble que c'est Céline
qui nous demande ce que tu penses de la formation EGE sur l'innovation juridique. Est-ce que ça te parle? Alors, j'ai pas cherché j'ai pas farfouillé sur cette formation, donc je peux pas donner un avis très D'accord, éclairé sur ça. Je vais jeter un œil et puis je reviendrai vers vous. ok. Et Je, Cyril, vas-y Pierre, je t'en prie. non, je vois que ça vient de Day One et on pourra aussi poser la question à Olivier qui sera un de nos prochains invités Ouais, en décembre. en décembre. Olivier étant le fondateur de Day One, pardon. Ouais, exactement. Merci, Émilie, pour toutes ces réponses. On espère pour tous les auditeurs que voilà, ça vous a donné vraiment envie de creuser le sujet, de réfléchir à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Émilie, que ce soit sur LinkedIn pardon, ou via Calam Consulting. Je suis sûr qu'elle sera un plaisir de vous répondre. On espère qu'on continue à rendre votre confinement un peu plus cool. La semaine prochaine, on a encore des invités topissimes qui vont nous rejoindre. Je pense notamment à Marion Bergeret de Alan qui va venir nous parler de transparence et de responsabilité partagée chez Alan, le futur de la direction juridique. Donc ça va être génial. Ouais, si vous voulez être vraiment épaté, ne manquez pas celui-là. On l'a préparé avec Marion. Franchement, c'est hallucinant ce qu'ils font chez Alan. Je vous recommande vraiment de venir écouter ça. Ouais, tu veux dire que les gens ne sont pas épatés ce soir, là, aujourd'hui? Pour continuer à être épaté, Émilie, rassure-toi. Exactement. On est épaté tous les jours, mais je suis obligé de vendre le prochain, Émilie, enfin. Voilà, je serai là parce que j'ai très envie d'être encore épatée. Bon, génial. Et puis aussi, on aura Catherine Brel, qui donc est passée par des boîtes comme Amazon, comme Yahoo, comme eBay, et qui est ensuite passée plutôt du côté de l'industrie automobile. Donc, elle viendra nous retracer son parcours et puis nous expliquer aussi les différences qu'il peut y avoir entre la tech et puis les industries plus traditionnelles. Donc, ce sera génial. Ça, ce sera jeudi prochain. Enfin, voilà. On en a plein qui viennent. Allez sur le site club-sandwich.légal et vous verrez tout ça. Et je vous rassure, on aura aussi des invités hommes parce qu'il se trouve qu'on est une parité exemplaire depuis le début du Legal Club Sandwich avec de super invités femmes du coup, mais on a aussi des super invités hommes pour le coup qui vont être tout aussi passionnants. Je vous rassure aussi. Voilà. Ils arrivent, c'est progressant. Bon, voilà. Eh ben, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. À demain.